Mesdames et messieurs, bonjour. Des guerres se déroulent autour de nous, juste à côté de nous. Le problème migratoire préoccupe l'Europe et beaucoup s'inquiètent qu'il altère la population de l'Europe. En tout cas, tout cela ramène et à nouveau la discussion sur le choc des civilisations. Vivons-nous un choc des civilisations? Un homme de culture est dans le studio de Militaire Channel, M. Konstantinos Kostouros, en face de moi, artiste visuel. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et nous vous remercions énormément car une personne de culture, comme vous nous l'avez dit, suit militaire et c'est très, très honorable pour nous. Vivons-nous donc le choc des civilisations dont nous avions lu, que nous avions commencé à lire dans les années 90? De 90. Exactement. Mais si tu veux examiner les phénomènes culturels, il est un peu difficile de s'éloigner de la géographie parce que, comme nous le comprenons, chaque lieu crée sa propre culture. La vérité est que la décennie des années 90 nous a vraiment préoccupés tous. Nous avons commencé avec les livres connus de Huntington et de Fukuyama. L'un parlait de la guerre des civilisations et l'autre concernait bien sûr la fin de l'histoire et la prédominance du modèle occidental. Un aspect intéressant avec le livre de Fukuyama que du moins les spectateurs et lecteurs de militaires, j'imagine, savent à peu près de quoi il parle. C'est ceci, que lorsque Huntington a présenté sa première théorie, il l'avait développée lors d'une conférence, l'exposé s'appelait la guerre des civilisations, avec un point d'interrogation. Quelques années plus tard, lorsque le livre est sorti, le point d'interrogation avait disparu. Il s'appelait la guerre des civilisations. Des civilisations. Huntington était un type très intéressant, je pense. Je ne sais pas combien de personnes l'appellent ainsi s'ils l'ont lu. Eh bien, je ne pense pas qu'il était exactement une personne qui voulait ou cherchait quelque chose de tel. Il était descriptif, comme les politologues sérieux sont généralement descriptifs. Il parlait de ce qui se passait. Il essayait de répondre en réalité au livre de son élève, de Francis Fukuyama, qui rêvait d'un modèle où la démocratie occidentale s'était répandue partout. Eh bien, il comprenait que cela ne pourrait pas arriver. En réalité, il disait que notre relation avec les autres civilisations doit être comparative. Essayer de voir où nous avons des intérêts communs ou non et comment nous allons communiquer pacifiquement. Bien sûr, d'accord, il représentait l'establishment américain. L'un et l'autre, Fukuyama plus l'establishment démocratique, Huntington plus l'Amérique conservatrice. Mais tout cela, comme nous l'avons vu, en particulier le modèle de Fukuyama qui parlait de l'hégémonie du monde occidental, s'est effondré très facilement et je pense qu'il était facile de voir qu'il s'effondrerait. Si nous réfléchissons à quelle était la logique, voyons comment s'est développée la décennie, à partir des années 90, la civilisation occidentale. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous croyions exactement? Que nous, disons, exporterions la culture à l'extérieur. Nous aurons cela, les mains qui nous les apporteront de l'extérieur. Mais ces gens de l'extérieur seront si stupides qu'ils ne créeront pas leur propre technologie. C'est-à-dire qu'ils fabriqueront avec leur propre... Nous produirions du contenu sur les réseaux sociaux ou des idées que les autres se contenteraient de consommer et ils nous donneraient leurs ressources naturelles. Ce qui n'avait aucun sens. Cela n'avait aucun sens. Cela n'avait aucun sens et nous le voyons maintenant exploser. Ou disons, l'Europe avait pensé, disons que nous aurons un développement économique incroyable, je ne sais pas, l'Allemagne et la France et tous les pays, et nous prendrons des ressources naturelles d'une autre puissance qui, disons, n'a pas ses propres intérêts, disons, à faire quelque chose. Huntington voyait un peu cela et avait en quelque sorte averti à ce sujet. Je ne dis pas qu'il était quelqu'un de particulier ainsi penseur, mais en réalité, c'était cela. Ce que nous avons vu cependant, je pense que cela ne concerne pas exactement une guerre de civilisation. Nous avons certainement des modèles culturels différents, mais la guerre ne concerne pas cela, leur essence, mais elle concerne comment les civilisations réagissent dans des conditions difficiles. Laissez-moi donner un exemple trivial. Vous vous souvenez, mais avons-nous vu le film L'émir, le pauvre type? Oui. Avec le Woodsas. Alors, les années 60, n'est-ce pas, disions-nous jamais quelque chose sur les Arabes, que c'était, nous ne voulions pas influencer notre culture. Bien sûr, ils venaient dans le film ici, distribuaient des Rolex, et nous étions tous heureux. Mais ces Arabes, qui viennent ici, ne sont plus ceux qui apportent des Rolex et semblent heureux. Ce sont des gens avec des problèmes. Ce qui a changé entre l'émir et le pauvre et aujourd'hui, ce n'est ni leur religion, ni leur tenue. Ce qui a changé, c'est leur richesse. Les premiers venaient et offraient des Rolex selon le film. Les seconds arrivent pauvres. Et ils viennent en bateau. Et ils viennent en bateau. Nous, disons, en tant qu'Occident, qu'exportons-nous exactement? C'est ce que je voulais demander. Nous parlons d'une guerre des civilisations. Et vous avez dit dans l'introduction qu'il y a une inquiétude dans le monde occidental, et surtout ici en Grèce, avec le problème que nous avons avec les flux migratoires. Oui. Qu'ils viennent d'Afrique et d'Asie, et qu'ils menaceront notre civilisation. Notre culture.
Mais n'avons-nous pas commencé cette guerre? C'est-à-dire, quand nous sommes allés faire des bombardements de démocratie en Irak, quand nous avons renversé un régime en Libye, parce que nous, les Occidentaux, avons estimé que Kadhafi n'était pas bon et que les Libyens devaient avoir un autre leader. Oui. Quand nous avons commencé le printemps arabe, c'est-à-dire cette certitude que nous, les Occidentaux, avons, que tout le monde doit vénérer, pour ainsi dire, entre guillemets, notre propre culture. Exactement. Est-ce finalement le début de la guerre des civilisations? C'était catastrophique. Le plus terrible, bien sûr, est de penser qui dirigeait le monde occidental à cette époque-là, l'Amérique. Combien de ces flux allaient en Amérique? Très peu. Un autre problème tragique avec l'Europe, que je vois comment elle évolue, ça était déjà là. Elle ne voyait pas, ne s'en souciait pas. L'Europe avait ce rôle il y a très longtemps. Elle devrait avoir la sagesse du vaincu, comme on dit. Voir que cela ne peut pas fonctionner. Ces gens, eh bien, ils ont certainement un énorme problème. Personne ne vient pour s'amuser. Personne ne quitte son pays pour s'amuser. D'un autre côté, le problème de l'Occident est qu'il ne peut pas décider quelles sont ses valeurs, ce qu'il veut exactement servir. D'accord. Veut-elle servir un modèle humanitaire? Peut-elle soutenir le modèle humanitaire? Le servir? Elle ne veut pas. Il peut dire que je ne sers plus le modèle humanitaire. Il y avait une époque spécifique, je pouvais servir, aider, être capable d'aider 100 personnes, mais pas 1000. En ce moment, nous sommes au milieu précisément parce qu'ils ne veulent pas décider ce qu'ils veulent et ne veulent pas. Je vais le dire d'une manière un peu plus sceptique. D'accord, nous avons un problème. Vraiment, des gens affamés arrivent. Jusqu'à quel point voulons-nous aider? Et si cela se passe de manière incontrôlée, est-ce que toute bonne volonté s'arrêtera? Si nous sortons dans la rue et demandons à 5 personnes, peut-être nous diront-elles des choses que nous ne voulons pas entendre. Et devrions-nous vouloir en arriver là, qu'elles nous disent de faire ceci ou cela? Ce qui sera en réalité horrible pour la civilisation occidentale. C'est-à-dire que nous devons le protéger de deux manières, je pense. Nous devons dire quelles sont nos valeurs. Et d'autre part, comment nous allons aider. Mais nous devons trouver un équilibre dans cette affaire. Mais je ne pense pas qu'il existe. Vous soulevez quelque chose de très important maintenant et je vais vous répondre avec des faits. En 2016, nous avions l'image des grands-mères qui nourrissaient les petits-enfants réfugiés qui arrivaient à Mytilène, si je me souviens bien. Correct. Cependant, comme nous n'avions pas décidé ce que nous voulions faire et combien nous pouvions supporter d'accueillir des gens, nous avons atteint l'autre extrême où l'on entend vraiment des opinions qui sont horribles. Pourquoi devrais-je accepter même ceux qui soutiennent que sur un bateau avec 50 personnes, 2 seront des djihadistes? Je veux bien l'accepter aussi. Oui, c'est correct. Il ne coule pas le bateau. Pour les 2, pour les 5, pour les 10. Parce qu'il y a aussi 40 autres qui sont, comme vous l'avez dit, des personnes désespérées. Mais le fait que nous n'ayons pas de plan pour comment nous allons gérer ce problème qui ne va pas s'arrêter. Exactement. C'est le changement climatique qui déplace les populations. Ce sont les guerres, avant tout. Oui. Des guerres principalement provoquées par l'Occident. Oui. Donc, ce problème ne peut pas s'arrêter. Pensez-vous que l'Occident peut affronter culturellement ce problème? Parce qu'il y a aussi un autre discours selon lequel des gens viennent qui ne respectent pas notre culture, alors que nous, lorsque nous visitons, disons, leur pays, nous sommes obligés de respecter leur culture. L'Occident ou l'Europe en particulier peut-elle gérer culturellement ce... La question est de savoir si elle veut, si elle a décidé. Je ne pense pas qu'elle ait décidé quelles seront ses règles et quelles ne le seront pas. Alors que les autres cultures ont décidé quelles sont leurs règles et quelles ne le sont pas. Les autres ont une certaine vision. En Europe et en Amérique, je pense que la vision fait défaut. C'est de là que nous partons. Quand tu as une vision de qui tu es et où tu veux aller, c'est bien. Il y a, dans le monde arabe, ils ont leur propre vision. Je vais dire quelque chose qui pourrait sembler un peu provocateur. Et peut-être que c'est le cas. Même les djihadistes ont une vision très précise. Ils veulent, tu sais, suppose la domination, je ne sais pas, de l'islam, la destruction de tout ce qui est différent. C'est une vision qui les motive. Quelle peut être la vision de l'homme occidental? Le niveau d'investissement, que les taux d'intérêt baissent, acheter une autre voiture. L'homme occidental moyen n'a pas de vision et c'est son problème. Et c'est aussi le problème du pays, en réalité, qu'il manque de vision. Nous voyons notre voisin, disons la Turquie, nous voyons sa direction politique, peu importe ce que fait le peuple, elle a une vision très spécifique. Cela peut être effrayant pour nous, mais elle a une vision. La question est, quelle est la nôtre? Tant que la Grèce ne décide pas ou que l'Europe ne fixe pas ses limites, bonnes ou mauvaises, nous aurons toujours ce problème. Nous serons
entre deux chaises, entre l'humanisme et la destruction. Et finalement, ce que nous voyons se produire, c'est que prévalant des personnes qui disent qu'elles vont résoudre de manière simple les problèmes complexes, et bien sûr, elles les aggravent. C'est-à-dire, le cas, disons, de Trump est caractéristique. Un homme qui, si tu écoutais pendant les campagnes électorales toutes ces années, ses positions, les positions fondamentales de cet homme ne sont pas étranges. Tu ne pouvais pas être en désaccord, oui. Comment peux-tu vraiment contester? Tu dis, pardon, je vais faire confiance à cette personne pour résoudre mes problèmes. Et finalement, les gens vont là-bas parce qu'au moins, on leur dit qu'il y a un problème. J'avais entendu une très belle histoire. Un comédien américain, je vais la raconter très rapidement, disait « Mon enfant me demandait quelle est la différence entre les démocrates et les Américains. » Et j'essayais de trouver une explication simple, et j'ai pensé à ceci. Les démocrates, dit-il, sont comme l'oncle, le bon oncle que tu as, qui vient et te dit « Oh, mon ami, ne t'inquiète pas, un jour je t'emmènerai, nous irons à Disneyland. » Maintenant, il n'a pas eu le temps, oui, mais tu vas rester... Je t'emmènerai un jour, le républicain et l'autre oncle. Il te dit quelle bêtise pour Disneyland, et des bêtises, s'il te plaît, ne t'occupe pas des choses secondaires. Enfin, on n'ira pas. Il n'y a aucune chance. Et ensuite, tu apprends qu'il y est allé tout seul et qu'il ne t'a pas emmené avec lui. Vraiment? C'est un peu comme ça, c'est la situation. Nous avions une direction démocratique et une direction libérale correspondantes en Europe où on te disait, oui, quelque chose va se passer. Et que faire? Ce n'est pas possible. Si tu écoutes toute l'Europe nationaliste, elle a une solution pour le bon Davistar. Les noyer. C'est une solution. C'est horrible, mais c'est ce qu'il propose. Si tu écoutes quelle est la solution libérale, ou disons la solution de gauche qui m'est chère, on te dit qu'il n'y a pas de solution. Simplement, il n'y en a pas. Ce n'est pas comme ça. Si tu n'offres pas au public une perspective, si tu ne fixes pas tes règles, il ne va pas te faire confiance. Il ira vers celui qui lui offre la solution, même si elle est pire. Et que cela ne le dérangera pas. Et c'est le drame culturel, le drame civilisationnel que je pense que nous vivons et que nous vivrons à l'avenir. Les bons ne proposent pas de solution, en tout cas. Seuls les mauvais veulent offrir une solution. Solutions extrêmes. Exactement. Le facteur religion. La religion qui est souvent en conflit avec la culture à travers les siècles. Non, je crois que ce n'est que maintenant qu'elle joue un rôle important. C'est-à-dire que tu entends beaucoup d'Européens et de Grecs dire que ce qui les dérange, ce sont les habitudes des gens qui arrivent, qui proviennent principalement de leurs habitudes religieuses. Oui, parce que les Européens et les Grecs, nous sommes croyants, mais nous n'avons pas ce contact avec l'Église et le rituel, et nous sommes obligés d'accueillir des gens qui, en ce qui concerne leur propre religion, accordent beaucoup d'importance à ces choses, et cela les dérange un peu. Évidemment, cela joue un rôle, et les niveaux de religiosité jouent un rôle. C'est-à-dire, sommes-nous une société ou une partie de nous qui n'est pas assez religieuse? D'un autre côté, il y a, disons, les musulmans aussi, qui ne sont pas assez religieux non plus. Il y en a certains. Il y a cependant certains, mais la plupart pratiquent leur religion d'une manière qui les influence culturellement de manière très différente. C'est-à-dire qu'en France, ils ont fait certains choix et ils sont un peu entre deux chaises, mais ils ont fait des choix comme, par exemple, le voile est interdit. C'est un peu difficile de dire en réalité ce qui m'appartient et ce qui a été hérité. C'est une conversation qui n'a pas de limite. Quand on dit d'accord, je veux être libre dans ma burqa, où l'entends-tu? D'un autre côté, toi, en tant que société occidentale, si ce modèle culturel ne te concerne pas, si tu ne veux pas le laisser se développer, comme on dit, dans tes propres cercles, ne devrais-tu pas réfléchir à cela? Comment vas-tu faire face? Évidemment, tu ne vas pas surveiller les gens qui portent des burqas, tu ne diras rien de tel, mais d'un autre côté, tu dois voir quelles sont mes limites culturelles à partir du moment où la religion influence le mode de vie. La religion elle a un rôle particulier au-delà de tous les autres. La religion fixe des limites pour éviter les conflits. Ce n'est pas par hasard que nous fonctionnons ainsi entre nous. Et si vous y pensez, l'Église n'a que des règles. Elle n'a que des règles pour des rôles très spécifiques. Parce que si nous les suivons tous ensemble et que nous ne désirons pas tous les mêmes choses, nous ne nous heurterons pas. C'est une très grande discussion. Si d'accord, pas très longue, peut-être que je la dirai en 2-3 lignes, 2-3 choses. Il y a un grand philosophe français, René Girard, qui avait développé la théorie mimétique. C'est un théoricien parmi les plus éminents, je pense même en anthropologie, qui disait ceci, que les sociétés se constituent à travers le processus du mimétisme et de la neutralisation de la victime. C'est-à-dire que nous sommes tous un peu indépendants. À un moment donné, petit à petit, nous désirons la même chose, que ce soit un objet, un modèle culturel ou autre chose. Ensuite, nous nous affrontons pour le même objet et afin que la société ne se désintègre pas, habituellement, nous choisissons des victimes plus neutres qui ne sont généralement pas au sommet de leur force. Elles ne sont pas plus fortes, elles sont un peu en dessous. Nous les sacrifions rituellement et ensuite nous recommençons comme communauté.
Ce processus religieux est donc très important pour nous permettre de ne pas avoir de conflit. Quand donc deux modèles de cosmovision différents entrent en conflit, il y a évidemment un problème. Il y a donc un problème avec la question de la religion et comment nous pouvons, surtout dans le cas de l'État-nation dans lequel nous vivons depuis plus de 100 ans. Nous ne sommes plus dans des empires multinationaux. Et peut-être que finalement, le problème, et je me réfère spécifiquement à l'Europe et sa décadence continue et croissante, je parle de leur culture. Clairement. C'est pourquoi il a si peur. C'est vrai, le déclin vient de l'intérieur. Revenons à un tel scénario. J'aime donner des exemples de la culture populaire, etc. Vous vous souvenez du film de Mel Gibson qui se passait en Amérique du Sud, bien sûr avec les indigènes qui ont survécu. Bravo! Alors, qu'observons-nous dans ce film? C'était très intéressant. Elle montrait les dernières années des Amérindiens avant l'invasion des Espagnols et montrait qu'il y avait une crise sacrificielle, comme dirait Girard. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'entretuer pour pouvoir, à travers cette situation, se réunir à nouveau en tant que communauté. Et cela ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que faire une victime neutre ne résout pas tes problèmes. Tu en fais 2, tu en fais 3. À un moment donné, cela ne fonctionne pas. Donc, tu voyais dès qu'il y avait une grande bataille. Donc, à la fin du film, tu voyais que finalement, le protagoniste avait échappé au sacrifice et le persécuteur chassé et la victime arrivent à la plage et là apparaît le navire espagnol. Toute la grande allégorie qui était très importante, je l'ai trouvée comme suit. Avant de s'effondrer, avant que quelqu'un te conquiert, tu t'effondres de l'intérieur. Et ce n'est pas un hasard si cela se produit en Europe, car elle s'effondre précisément de l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de modèle culturel, tu n'as pas trouvé tes règles, comment tu veux fonctionner pour avoir... Et à l'autre en face, comment leur dire que nous pouvons être des interlocuteurs égaux? Vous le voyez, et toutes vos émissions ici concernent en grande partie le fonctionnement, n'est-ce pas? Comment peux-tu être un interlocuteur égal quand tu sais ce que tu veux et l'autre sait probablement ce qu'il veut, alors que toi, tu ne sais pas exactement ce que tu veux? Je veux garder un peu de ce que j'ai, mais aussi qu'on se rencontre et qu'on le voit, n'est-ce pas? L'autre est clair, toi, tu l'es. Donc la religion joue aussi un rôle dans cela. Donc, ce que nous discutions jusqu'à relativement récemment et que nous appelions intégration, nous l'oublions probablement en ce qui concerne l'Europe. Voir où l'intégration a fonctionné à un si grand degré. L'intégration est le souhaitable. J'imagine que nous voudrions tous vivre dans un monde comme celui de Imagine de John Lennon, tous ensemble, fraternels. Cela implique bien sûr que tout le monde fasse des pas en arrière. Si ce voisinage apporte de plus en plus de problèmes, comment se fera l'intégration? Toute la culture populaire occidentale du XXe siècle, le film américain, pour la plupart, la moitié des films, c'est comment l'un va revendiquer l'autre. Et nous n'y sommes toujours pas parvenus, n'est-ce pas? Ils n'y sont pas parvenus. Et leur culture populaire essaie de faire cela. Tous ensemble, et nous n'avons rien à diviser. Et en effet, surtout après tant d'années, ils ne devraient vraiment rien diviser. Et nous voyons cette violence qui se déchaîne. Et nous voyons maintenant une réaction qui s'est produite, bien sûr, il y a quelques années. Avec la culture woke, qui, je pense, a été un peu trop diabolisée injustement, surtout en Grèce, plus que nécessaire. Et immédiatement, la peur a conduit de nouveau en arrière à tout cela. Et le problème n'est pas, vous savez, les idéologies. Le problème est qui en paie le prix. C'est-à-dire, en effet, la culture woke peut avoir été nuisible en ce qui concerne la partie nationale. C'est-à-dire, tout cela relâche. Elle essaie de s'imposer parce que... C'est une imposition. Exactement, oui. Mais finalement, qui va payer? Probablement, ce sera la minorité de la société, n'est-ce pas? Elle ne subira rien. À laquelle je fais référence aussi dans la société grecque. Au fil des années, des pas importants ont été faits. Nous avons tous des amis. Exactement. Ainsi, qui ont fait leur choix sexuel. Et comme vous le dites très justement, avec tout ce bruit causé par l'agenda woke et son imposition, il y a eu des reculs qui sont dangereux. Oui, de stade, nous avons vu à Thessalonique des passages à tabac, nous avons vu des choses qui... Et à la fin, surtout en Grèce, je ne sais pas, je pense que comme société, notre identité nationale est encore assez forte, mais je ne pense pas qu'elle soit particulièrement en danger à cause de tel ou tel phénomène. Et religieusement, nous sommes très forts et nous ne devons pas nous inquiéter. D'accord. C'est-à-dire, oui, sincèrement. Nous avons probablement aussi ce dont nous avons discuté pour l'Europe, à savoir que parce que nous avons un déclin culturel effrayant, nous nous inquiétons.
Exactement. Et nous avons raison de nous inquiéter, car il y a vraiment un déclin culturel. Nous discutions avant de commencer sur... Ainsi, je voulais vous surprendre et je vous disais, d'accord, combien de peintres connaissez-vous des rues grecques? Oui, et je n'avais pas de réponse à vous donner. Personne. Mais vous n'êtes personne. D'accord. C'est mon travail. Je connais 5, je connais 10, je connais 15, pas comme médecin, mais qui? Il est évident que l'important pour la culture est de se reconnaître à travers elle. Si les gens ne se reconnaissent pas à travers elle, c'est un peu un problème. Alors, elle n'existe pas. Et alors, il n'y a pas de culture. Vous savez, je vais vous le dire avec un exemple beaucoup plus simple. En été, dans n'importe quelle taverne, sur une île, un établissement de restauration en tout cas, alors que nous avons des musiques si merveilleuses à jouer dans les haut-parleurs. Hadjidakis, par exemple, est l'un des plus grands compositeurs au monde, pas seulement en Grèce. Correct. Theodorakis, je vais oublier maintenant, sans intérêt. Nous écoutons toutes ces chansons à la mode et on se demande pourquoi nous devons jouer, ayant aussi des étrangers sur les îles, cette musique que personne ne comprend et qui ne dit rien à personne, je pense, et ne pas jouer ce que nous avons comme culture. Ici, les choses sont assez simples quant à comment cela s'est produit, surtout dans la musique à laquelle je me suis beaucoup intéressé. Et si tu regardes, c'est le même phénomène en Amérique. On te dit que Taylor Swift peut être une personne que tout le monde connaît. Il va écouter une chanson et je pars. Ah, bravo! Je l'entends partout, mais il se peut que tu l'aies entendu et que je sache ce que c'est. Et vous ne le reconnaissez pas. C'est exactement ce que disaient aussi de grands producteurs américains. Cela ne se passait pas dans les années 60. Quand dans les années 60, disons les Beatles, ils pouvaient ne pas te plaire, mais tu savais ce qu'ils étaient. Maintenant, nous parlons d'un phénomène culturel qui est un phénomène, mais c'est aussi un culte, comme on dit dans les sens, c'est-à-dire une partie de la société qui est très dévouée. Mais à côté de cette partie de la société, l'autre ne sait rien. Les chansons, d'accord, Taylor Swift écrit spécifiquement ses propres chansons. Les chansons que vous entendez à la taverne aujourd'hui sont écrites par un comité. C'est-à-dire que si vous regardez les crédits en bas, vous verrez qu'il y a toujours 6 ou 7 personnes. Chacun apporte son petit talent et crée quelque chose qui est potentiellement ce qu'on appelle en anglais catchy. C'est-à-dire qui vous accroche pour que vous l'aimiez, mais en réalité, vous ne l'aimez pas. Oui. Ça ne te concerne pas, pour le dire ainsi. Donc c'est la crise de la culture dont on dit que cela ne te concerne pas en réalité, où de petits groupes marginaux se forment. Marginales, cela peut être quelques millions, mais elles sont en dehors des autres, disons, qui agissent par elles-mêmes. De petits modèles culturels autonomes, mais pas une communauté. Et quand on parle d'un pays qui a une langue, a une tradition, enfin a une religion, mais nous nous divisons en micro-communautés qui ne se reconnaissent pas entre elles, alors tu comprends qu'il y aura un problème culturel. Contrairement à d'autres, disons dans le monde musulman, vous voyez qu'ils se reconnaissent quand même comme des communautés. Ce n'est pas les pays que les Européens ont créés en découpant la carte en 3 morceaux, mais ils se reconnaissent comme des communautés. C'est quelque chose que nous devons examiner, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose de négligeable ni à eux ainsi éviter. Pourquoi est-il si difficile pour tous les gouvernements, du moins aussi loin que je me souvienne, de comprendre que la culture de ce pays, même en excès, est une arme très puissante à la fois géopolitique et diplomatique. Et nous constatons que nous ne l'exploitons nulle part. Au contraire, on te regarde un peu comme un idiot, si je puis dire, si tu poses la question de pourquoi ne faisons-nous rien basé sur les cultures. Une ouverture vers ce pays dans cette direction avec notre culture. Et tout le monde te regarde un peu bizarrement. Que dit-il? Parce qu'en réalité, nous pouvons, car la culture en Grèce se divise en 2 catégories. L'une est l'archéolatrie. Oui. Que nous prendrons exactement? Comment disait-il cela? Et nous le vendrons dans des livres ou je ne sais pas quoi. Quand ils étaient dans les arbres. Bravo, bravo, nous avons créé une civilisation. Et l'autre est une imitation ouest-européenne avec un peu de grec derrière pour pouvoir faire quelque chose. Dans les années 60, nous avions des années 50, 60 et 70, en tout cas, puisque nous parlons de Hadjidakis, nous avions le phénomène culturel très particulier suivant. Ces personnes, moralistes dans la peinture et zarouchis, comprenaient qu'ils avaient un idiome particulier qu'ils devaient intégrer dans un modèle occidental. Et cette combinaison créait quelque chose qui était local, nous concernait certainement et dans une certaine mesure internationale. Au moins avec Hadjidakis dans une plus grande mesure. Avec la peinture, peut-être pas autant. Ici, il n'y a pas de modèle culturel. Disons aussi quelque chose de simple, nous parlons des politiciens. D'accord. Pensons à quel calibre ont les politiciens d'aujourd'hui et quel rapport ils ont avec la culture et l'éducation et quelle différence. Je parle d'un politicien de droite. Qu'est-ce que c'était
ou disons les équivalents, qu'avaient-ils lu et qu'ont lu ceux d'aujourd'hui? Quel est leur contact avec la réalité culturelle? Cela ne les concernait pas, je pense que cela ne les concerne plus. Donc il est difficile de créer quelque chose qui ne te concerne pas. Si tu es simplement dictatorial, et parce que dans le public, dans le dialogue public, si nous parlons de politique, souvent tout le monde est autoritaire. Ils veulent résoudre le problème actuel sans s'asseoir pour réfléchir. Le problème actuel. Qu'est-ce qui le crée exactement? Allons-nous créer, corriger la source? Donc vraiment, ensuite nous nous noyons dans un verre d'eau. Donc je ne vois rien qui puisse être fait dans ce domaine. En tout cas, vous êtes d'accord que la culture est une arme très puissante. Clairement. Ainsi, Clairement. Mais ce qui intéresse le monde et ce qui serait bien, c'est la culture. Comment cette culture que tu as en tant qu'héritier, comment vas-tu l'amener à quelque chose de moderne? Cela n'a pas de sens qu'on te regarde comme le descendant du... Non, non, en aucun cas. Le problème est toi, comment, en tant que dron, en tant qu'héritier de cela, de cette chose, comment peux-tu le faire avancer d'un pas et proposer quelque chose? arrêtons de simplement lire l'histoire, écrivons aussi quelques nouveaux scénarios. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, d'accord, la culture change, et les Espagnols avaient une culture incroyable. Quelque part, ils avaient, je sais pas, mais ils donnaient les réfans. Mais quand ils ont organisé les Jeux Olympiques de Barcelone, ils ont ajouté quelque chose. Ils ont pris Miro et ont créé le logo avec un peintre, en tout cas très célèbre. Ils craignent de la culture. Nous avons cessé de créer de la culture. Pas depuis des années. Depuis de très nombreuses années, de toute façon. Mais cela qui a aussi à voir avec le début de l'État grec, n'est-ce pas? Comment avons-nous commencé? Nous avons essayé de faire un pont aérien avec un voyage de 2000 ans, car c'est là que nous trouvions un point d'ancrage, et nous avons bien fait dans une certaine mesure. Que nous avons combiné avec le modèle allemand du romantisme et du classicisme, c'est-à-dire, et ensuite cela s'est produit. Nous n'avons pas trouvé notre empreinte culturelle, et nous devons chercher dans le présent pour voir ce qui se passe. Ce n'est pas un hasard si des choses authentiques et populaires émergent de là où personne ne les attend. Qui a pris en compte l'Exou? Vous l'avez entendu? Oui, bien sûr. Et il y a 5 ans. Et partout où il va, il remplit aussi les stades. Ce qui montre quelque chose, bien sûr. C'est évidemment une musique beaucoup plus populaire que ce que nous écoutions à la taverne, dont nous parlions il y a peu, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ou, que fait-il? Il prend une parole grecque et une expérience grecque, les combine avec un modèle international et crée quelque chose qui concerne. Cette chose, maintenant, l'autre devait remplir la carte pour s'en occuper il y a quelque temps. Je ne dis pas que je connais la personne, ni que nous connaissons si bien son travail en profondeur. Mais pour faire quelque chose comme ça, évidemment, tu fais quelque chose qui compte. Et on te respecte aussi. Alors qu'il y a aussi d'autres choses que nous voyons qui ont également du succès. Mais les mêmes personnes qui leur donnent des vues, disons, avec des vidéos d'un autre côté, eh bien, comprennent qu'elles sont de moindre qualité et malgré cela les promeuvent. Mais l'important se voit. Oui, et la culture devrait probablement commencer aussi par nos relations interpersonnelles quotidiennes, devenir un peu plus humain, apprendre à dire bonjour, c'est aussi de la culture, car nous avons oublié les bases, n'est-ce pas? C'est une conversation énorme. J'ai eu une collaboration avec la Fondation Goulandry. C'est une conversation que nous saurons. Je suis allé voir la directrice du personnel et c'était une fille qui a grandi comme moi au Pirée. Elle était née et a grandi quelque part. L'heure où elle était partie de New York et est revenue et je lui demandais et discutais avec elle et je dis, j'imagine, à New York, les choses qu'avant doivent être beaucoup plus horribles en termes d'intensité, de violence des choses. Et elle me dit, non, ce n'est pas comme ça. Elle me dit, ce que nous vivons ici, personne ne le vit. Personne. À New York, il y a évidemment des quartiers où tu ne passeras pas. Mais, me dit-elle, ce que je vis ici, où je vais m'arrêter pour mettre le siège de mon enfant à l'arrière et on va me klaxonner comme des fous, me dit-elle. À New York, ça n'existe pas. Tout le monde s'arrêterait et simplement, somofo à Ils attendront. Il y a une énorme tension. Ce que nous ne comprenons pas et que nous devons sortir pour voir, c'est qu'il y a une énorme tension qui n'existe nulle part. Finalement, nulle part. Elle n'existe nulle part. Enfin, elle existe peut-être dans d'autres pays, mais pas ceux que nous admirons, en tout cas. Oui, oui, oui. Et une énorme tension sociale. Évidemment, la pauvreté, les mémorandums et tout cela ont joué un rôle énorme dans cette situation, mais nous y sommes. Nous sommes tous avec l'épée dans le fourreau, comme on dit, prêts à agir. Mais quelque part, nous devons arrêter de chercher constamment des alibis. Bien sûr, les mémorandums ont joué un rôle. Bien sûr, les gens ont été éprouvés et sont fatigués. Mais à un moment donné, nous devons aussi regarder un peu vers l'avenir. Le dernier choc culturel que j'ai eu était à Washington, à New York, parce que j'ai l'habitude, appelez ça une anomalie si vous voulez, de courir le matin. Je suis sorti le matin pour courir dans la rue et évidemment, des Américains inconnus pour moi qui croisaient mon chemin en courant m'ont tous dit bonjour, comme s'ils t'avaient oublié. Comme dans un film étranger ou grec, hein. Et j'étais vraiment surpris parce que... Et d'autres parmi les Américains. Oui, oui. Et je dis, regarde comment est le monde normal. Oui. Ici, pour dire bonjour, c'est... De
quoi parlons-nous dans la voiture? Ben non, et pour moi, quoi, le choc culturel est ce suivant. Parfois, admettons-le, ce ne sont pas les autres qui sont responsables des erreurs que je fais. Quand les erreurs avec la voiture, comme on dit, oui, mais les autres en profitent. Et nous en profitons aussi, donc je fais des bêtises. Cela m'est arrivé 2, 3, 5, 15 fois. Je m'arrête à la bêtise que je fais, je me retourne et je dis, oh pardon. Et l'autre à qui je dis pardon vient et m'insulte en plus. Et je veux me retourner pour lui dire, en toute simplicité, « Hé, imbécile, beaucoup de gens t'ont demandé pardon. Vraiment, beaucoup t'ont demandé pardon pour que tu l'apprécies. Moi, si quelqu'un me demande pardon, je suis un peu surpris. » Je me dis, « Oh, qu'est-ce qui se passe ici ?» Pour clore le chapitre du choc des cultures, Ce conflit pourrait cesser si les milliards dépensés pour larguer des bombes dans divers pays avaient été utilisés pour planter des écoles. Et peut-être alors l'intégration pourrait-elle se faire pour ceux qui insisteraient à quitter leur pays, bien que, comme vous l'avez dit, personne ne veut finalement quitter son pays. Et les choses seraient généralement plus calmes et mieux pour tout le monde. Je pense aussi, et si nous laissions chacun s'épanouir à sa manière, il n'est pas nécessaire d'intervenir partout et de faire comme après, et eux, de leur côté, pourraient, j'imagine, dans leurs interactions avec les tiers, être un peu plus... C'est-à-dire, laissons les femmes d'Iran décider si elles renverseront le régime ou non. Exactement. Nous n'avons aucun rôle à jouer dans le renversement. Exactement. Quand elles ou ils seront prêts, en tout cas, et voudront le changer, ils le renverseront. S'ils ne veulent pas, ils ne le renverseront pas, très simplement. Ou homme force. Oui, on ne peut pas tout maîtriser. exactement. En général, ce que je voulais connoter, moi, c'est aussi ceci. Nous voyons dans notre pays un phénomène très étrange. Nous voyons une critique de la civilisation occidentale, et bravo. Mais d'un autre côté, nous commençons à justifier d'autres choses dont nous devrions normalement être distanciés. Je n'imagine pas, disons, que si nous supposons que la civilisation occidentale s'effondre. OK, peut-être que oui, peut-être que non. Je n'imagine pas que l'un des modèles existants soit quelque chose de plaisant à succéder. Je n'imagine pas que lire la théorie politique de Dugin, par exemple, ou voir l'état de la Russie en ce moment, soit ce que nous voudrions voir succéder. Et je n'imagine pas non plus que lorsque tu regardes, je ne sais pas, les fatwas de Khamenei, tu diras oui, cela me manque ce que je dois faire. Je pense que nous avons vécu tout cela. En tant que civilisation occidentale, c'est le problème. Ce qui nous arrive et d'une certaine manière ne nous plaît pas, nous l'avons déjà vécu. Donc, ce que nous devons regarder, c'est ce que nous allons faire pour aller de l'avant. Mais je pense que c'est là que s'arrête ce qu'il dit. J'ai oublié le célèbre philosophe Erich Fromm, le psychologue, qui disait, il avait écrit ce livre très beau, La peur de la liberté. Nous avons atteint, je pense, ce point. Nous avons atteint un point où nous avons peur de faire le pas en avant, de nous libérer vraiment et de voir nos relations, puis nous nous replions à nouveau sur des modèles que nous pensons être rejetés du passé. Nous sommes dans l'intervalle. Le nouveau n'est pas encore né. L'ancien ouvrage meurt. C'est toujours la période des soldes chez elle. Chez nous, ça ne tient pas. À nous. Monsieur Kostoudis, je vous remercie beaucoup pour cette discussion intéressante. Et moi, je vous remercie. Je vous souhaite un bon été. Merci. Prenez soin de vous et nous nous reparlerons certainement. Merci. Salut.